On va commencer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde intitulée « Réussir la transmission de son entreprise ». Qu'il s'agisse d'une succession familiale ou d'une vente, la transmission d'entreprise n'est en effet pas toujours chose aisée. Et ce constat s'applique d'ailleurs à l'ensemble des secteurs d'activité et pas uniquement à l'objet média, bien évidemment. D'ailleurs, selon une étude récente du gouvernement, plus de la moitié des entreprises françaises concernées par une transmission finissent malheureusement par fermer, faute de repreneurs. La complexité du processus est d'autant plus prégnante au sein de l'objet média car la filière compte de nombreuses structures de taille modeste, parfois en difficulté financière et parfois également tenues à bout de bras par des dirigeants fondateurs qui génèrent à eux seuls l'intégralité ou presque du chiffre d'affaires de leur entreprise. C'est la raison pour laquelle dans les minutes qui viennent, nous allons tenter de nous attacher à livrer des conseils pratiques, très pragmatiques, appuyés par les retours d'expérience de nos experts, qui, nous l'espérons, vous donneront les armes pour réussir la transmission ou l'acquisition, bien évidemment, d'une entreprise évoluant dans l'objet média. Nous avons réuni aujourd'hui donc 3 personnes. Je vais commencer par Maître Tuferi Kerhervé, qui est parmi nous. Bonjour Dominique. Nous avons également Bertrand Thierry, ex-PDG de Cadactuel. Bonjour Bertrand. Et nous avons également Derek Rode, qui est président de Jordanen. Bonjour Derek. Alors Derek et Bertrand, vos 2 expériences de transmission sont très différentes. Je vais commencer par Bertrand, donc ex-Cadactuel. Vous devez avoir un micro également auprès de vous. Oui. Ouais. Vous avez cédé les rênes de votre entreprise à votre fils. Est-ce que c'était quelque chose d'évident? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la manière dont ça s'est fait? Bon, il n'y a jamais rien d'évident, c'est clair. Quand on a une entreprise familiale, puisque moi cette entreprise a été créée à l'origine en 1976, j'ai créé cette entreprise avec mon père. Bon, alors, en 1976, j'étais beaucoup plus jeune, donc vous savez bien que c'était surtout le papa qui avait créé. Donc c'était déjà une entreprise finalement familiale, une histoire familiale. Il y a mon frère qui nous a rejoints ensuite, parce qu'il est un peu plus jeune que moi. Donc on est vraiment dans une entreprise familiale. Mon fils a travaillé avec moi juste après ses études. Donc ça faisait environ 18 ans qu'il était avec moi. Et au moment où j'ai préparé ma sortie, parce qu'à un moment, il faut savoir sortir, je ne vais pas reprendre une expression qui est bien connue. Il faut éviter le combat de trop. Voilà. Et au moment où je devais sortir, donc la possibilité que Thomas, puisque mon fils s'appelle Thomas, reprenne une entreprise en était une. Bon. Bien sûr, en tant que père, c'est formidable, voir son fils, de transmettre une entreprise à son fils, c'est ce que tout papa peut rêver. Mais maintenant, il faut aussi tenir compte de la personne qui va reprendre. Et en l'occurrence, mon fils m'a dit, écoute, j'ai envie de continuer dans ce métier parce que je l'adore, je sais faire que ça, mais je ne veux pas le faire tout seul. Et donc, c'est là où on a commencé à construire ensemble des possibilités de transmission. Donc, comme vous l'avez bien compris, il ne l'a pas fait tout seul. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Très bien. Derek, de votre côté, c'était très différent. Vous devez avoir un deuxième micro. Hein. Bertrand, vous n'avez pas un micro derrière vous? Allô, allô. Formidable. Tout va bien. Donc Derek, je le disais, donc c'était très différent de votre côté chez Jordanen. C'est une opération de LBO qui vous a hissé à la tête de Jordanen via l'arrivée également d'un fonds d'investissement qui est devenu actionnaire majoritaire de Jordanen. Encore une fois, c'est sensiblement la même question qu'à Bertrand. C'était finalement la meilleure option pour Jordanen, pour la continuité de l'entreprise? Bah, écoutez, bonjour tout le monde, merci. Je ne peux pas dire que je suis un expert, mais effectivement j'ai expérimenté, j'ai vu comment ça se passe. Ça faisait quand même 15 ans dans l'entreprise avec l'ancien PDG que j'ai rejoint en 2006. Il faut dire que déjà à cette époque-là, on avait discuté de la suite. Donc je ne dis pas qu'on a passé 15 ans à préparer la suite, mais pour Jordanen, il y avait plusieurs options effectivement, et le choix d'un LBO avec un fonds était une décision extrêmement importante, spécifiquement parce que ça nous laissait notre liberté. On avait un projet, on avait une vision. Toute transmission d'entreprise, on peut faire ce qu'on veut avec les chiffres, on peut préparer l'entreprise, mais c'est une aventure humaine
et on avait une vision pour la croissance de l'entreprise et on voulait absolument garder notre indépendance. Et deuxièmement, très rapidement, c'était quand même aussi de nous donner des moyens supplémentaires pour réussir les objectifs qu'on avait devant nous. Et le fonds d'investissement qui vous a accompagné, alors parfois, hein, il faut l'avouer, les fonds d'investissement ont mauvaise presse, mais là, vous avez réussi à trouver un partenaire qui vous accompagne, qui vous laisse aussi les coups des franches pour agir avec une certaine forme d'indépendance. Effectivement, dans le process, et je ne vais pas rentrer dans le process parce que c'est long, c'est dur pour les équipes. Il faut bien anticiper, il faut bien préparer en amont. Mais j'ai rencontré une douzaine, effectivement, qui ont... Une douzaine de fonds d'investissement. Douzaine de fonds d'investissement, d'autres entreprises en dehors, mais une douzaine de fonds qui étaient intéressés. Donc on avait la chance, on avait le choix. Et finalement, la décision finale que nous avons prise, c'était uniquement et purement sur un aspect humain. Un aspect humain, le contact qu'on a eu. La façon qu'eux, ils ont prévu l'avenir, parce qu'effectivement, certains fonds, ils avaient beaucoup plus d'orientation sur les chiffres, sur les résultats. Donc un fonds humain qui aujourd'hui nous a accompagnés et aussi pendant une période très particulière que nous avons vécu tous. Donc nous ont accompagnés et donne totale liberté et autonomie sur les décisions. Très bien. Dominique, donc on a deux cas qui sont différents, mais qu'on peut retrouver donc sur le marché de l'objet média de manière générale. Donc avec d'une part une transmission familiale et d'autre part une cession à titre onéreux. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence, enfin les grandes différences à grands traits évidemment, entre ces deux types de transmission d'entreprise ? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, on va être dans des processus différents, mais qui parfois aussi se recoupent, hein, puisqu'on pourra en reparler. Donc dans une cession à titre onéreux, on va être, le cédant va être à la recherche d'un repreneur, le bon repreneur, avec lequel il va devoir se mettre d'accord sur toutes les conditions de la vente. Donc il faut être d'accord sur le prix, les modalités. Et le repreneur, il a besoin d'avoir beaucoup d'informations, parce que c'est normal, il achète une entreprise, il a besoin de savoir ce qu'il achète, s'il est d'accord sur les modalités. Et donc, il va y avoir beaucoup d'études, beaucoup de négociations, beaucoup de rédaction d'actes. Voilà, ça va être un processus assez long. Voilà, c'est la vente, il faut un accord des parties. Quand on est dans un processus de transmission familiale, donc, bien souvent, le repreneur est dans la famille. Le repreneur, il connaît l'entreprise. Il n'y a pas l'aspect de négociation qu'on va avoir dans le premier cas, sauf peut-être s'il y a un mix entre la reprise et la transmission, ce qui est encore possible, bien sûr. Et un des sujets du chef d'entreprise, donc ça va être la valeur aussi, bien sûr, mais de façon différente, puisqu'il ne la vend pas, il ne va pas recevoir forcément de cash s'il ne transmet que dans la famille. Et un des sujets, ça va être aussi à quel moment il va transmettre à son fils, par exemple, selon quelle modalité, comment ça va s'organiser dans le temps. Et puis il y a aussi l'aspect avec les autres enfants auxquels il faut faire attention, puisque si, par exemple, il fait une donation, il va falloir qu'il indemnise, qu'il fasse attention aux autres enfants pour qu'ils soient aussi satisfaits de la façon dont se fait la transmission. Donc les problématiques ne sont pas les mêmes, mais après on peut avoir un mix donation, cession, comme je crois ça s'est passé. On l'évoquera d'ailleurs un peu plus tard au cours de cette table ronde. Vous avez d'ailleurs des statistiques à nous montrer sur ces deux différents types de transmission qui sont assez éloquentes. Si vous pouvez nous en dire quelques mots. Alors, une étude effectivement qui a été faite en 2019 montre que donc, sur la totalité des transmissions d'entreprises qui se font, 22% se font dans la famille, alors que 78% se font à des tiers. Voilà, donc ça c'est et on voit que plus l'entreprise est petite, plus la transmission se fait dans la famille, ce qui a un côté logique. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant sur la slide suivante également, c'est le taux de survie des entreprises, qui est, enfin je vous laisse en parler d'ailleurs, Dominique. Effectivement, donc le sujet, le souci pour le chef d'entreprise, c'est d'avoir un repreneur et que l'entreprise soit pérenne, continue. Et ce qu'on voit, c'est que dans tous les cas, le taux de survie de l'entreprise est toujours supérieur dans le cas de transmission familiale.
Dominique, je continue à vous solliciter. À partir de quel moment, à quel stade finalement de la transmission d'entreprise faut-il faire appel à une experte telle que vous, qu'il s'agisse d'un conseil, avocat ou comptable, etc. Est-ce que c'est vraiment très en amont? Est-ce qu'il faut vraiment anticiper les choses? Alors je pense que ce serait intéressant d'avoir aussi le témoignage de nos dirigeants présents, mais je crois qu'effectivement le succès de la transmission réussie, c'est vraiment dans l'anticipation. Il y a beaucoup de sujets à voir. Il y a des sujets familiaux pour le dirigeant, des sujets de fiscalité, des sujets juridiques, des sujets financiers. Et donc, plus on se met en amont pour trouver le bon schéma, en fait, il faut faire un espèce d'audit de la situation du chef d'entreprise, de son entreprise, et puis après, de voir en fonction de ce qu'il souhaite, de ses objectifs, de lui proposer différentes façons de faire. Et plus on se met en amont, mais même parfois, surtout si c'est dans la famille, ça peut être une transmission très en amont, très jeune, et c'est un facteur de réussite, oui. Bertrand, j'imagine que vous êtes en ligne avec ce qu'avance Dominique. Oui, complètement. Ce qui est important, c'est l'anticipation. On ne peut pas faire ça sur un coup de tête, on ne va pas décider de vendre son entreprise comme ça. Alors, ça peut arriver, il peut y avoir une maladie, une chose comme ça qui fait qu'on est dans l'obligation de céder rapidement, mais si tout se passe normalement, il faut vraiment anticiper, planifier, préparer. Voilà. Et puis, c'est vraiment de l'humain. Vraiment pas oublier que c'est de l'humain. Et se dire, faire un audit d'abord de son entreprise, bien connaître son entreprise. Chaque entreprise va avoir ses points forts, va avoir ses points faibles. Est-ce que mes points faibles peuvent être améliorés? Enfin, en gros, je vais faire un peu le ménage, quoi. Je vais regarder tout ça. Il faut que ça soit propre, mais pas propre simplement avec un coup de vernis, propre en profondeur aussi. Avec transparence aussi. Voilà. Et transparence, c'est très important. Moi, je pense qu'une transmission bien réussie, c'est gagnant-gagnant. S'il y en a un qui se retrouve dans une situation un peu délicate, qui a l'impression d'avoir été, entre guillemets, un peu grugé, ça ne va pas bien se passer. C'est obligé. Donc, la préparation, la planification, on va faire d'abord un audit. On va faire l'audit de son entreprise. On doit bien la connaître. Et je vous dis, les points forts, les points faibles. Alors, je ne parle pas d'une entreprise qui va être dans une situation financièrement délicate ou autre. Là, c'est autre chose. Mais si l'entreprise fonctionne bien, pourquoi elle fonctionne bien? Qu'est-ce qui fait qu'elle fonctionne bien? Et normalement, le chef d'entreprise, il connaît son entreprise. Voilà. Et un point important aussi, c'est quel est mon rôle dans l'entreprise? Jusqu'où je vais dans l'entreprise? Est-ce que mon entreprise va pouvoir se passer de moi? Parce que c'est important aussi. Bon, elle va devoir se passer de moi, mais il faut que je l'organise. Donc, organisation, planification, et puis, je vous dis, humain, de l'humain, vraiment de l'humain. Derek, ce côté humain, c'est aussi quelque chose que vous évoquiez en début d'échange. Voilà, quels sont au-delà de ça, d'autres facteurs clés de succès peut-être? D'autres facteurs de clés de succès. Non, l'humain, effectivement, pour rejoindre votre question sur le timing, oui, il faut démarrer dès que possible. C'est un an et demi. Il faut mettre l'entreprise, nettoyer l'entreprise, le mettre d'équerre, parce que vous allez être ausculté sur tous les côtés en face. Donc il faut vraiment nettoyer, il faut que ce soit sur le RGPD, il faut vérifier que tout est en ordre. Et après, se faire accompagner rapidement, parce qu'il n'y a pas que l'entreprise, c'est l'humain. Et ce que vous proposez aux futurs repreneurs, vous proposez un projet de croissance, un projet d'avenir. Vous proposez une équipe en place, des relais qui vont faire grandir l'entreprise. Donc l'humain est effectivement à la clé, c'est eux qui vont être là quand vous n'êtes plus là. Si vous ne restez pas dans l'entreprise. Et deuxièmement, c'est extrêmement important, je pense, je ne sais pas si c'est une bonne comparaison, mais c'est pas comme si on va mettre sa maison en vente sur le bon coin et éviter de payer la commission. On ne vend pas un bien, on ne vend pas une voiture, c'est que dès que possible, c'est faire appel aux experts, que ce soit sur les banques d'affaires, qui vont vous aider à monter votre dossier, vous accompagner sur des décisions importantes, sur la participation majoritaire, minoritaire, vous aider à répondre aux sollicitations des entreprises. Ils vont vous regarder votre entreprise d'une manière très différente et sortir ce qui est les points forts, les points faibles, mais les sortir différemment pour plus parlant vers le marché. Et puis, bien évidemment, très rapidement, c'est aussi faire appel à la partie juridique,
Parce qu'aucun cas, comme on disait avant, aucun cas se ressemble. Chaque cas peut être différent et peut être plus complexe. Donc on a besoin d'être accompagné très très tôt dans la procédure. Ouais. Derek, en préparant également cet entretien, vous me parliez également de se focuser sur ce qui crée de la valeur au sein de l'entreprise, que c'était ça aussi quelque chose de très important à analyser. Créer la valeur, encore une fois, dans mon cas spécifique avec les LBO, c'était de travailler avec les équipes de Rothschild qui nous ont accompagnés. Et c'est un énorme travail pour les équipes aussi pendant cette période parce qu'ils sont sollicités sur beaucoup d'éléments. Donc il y a la mise en place du data room comme Drooms. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et à ce niveau-là, si vous mettez votre entreprise en vente, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui est là. Et la valeur ajoutée, c'est tout ce que l'équipe peut apporter au projet. Et encore une fois, je reste très concentré sur la partie humaine parce que c'est la partie la plus importante à faire sentir. Et c'est comme ça aussi qu'on a travaillé avec le fonds. On a choisi le fonds sur cette fonction-là. Maintenant, le fonds aussi va voir dans l'entreprise, vous avez votre vision, vous connaissez votre entreprise inside out, vous le connaissez très bien, vous avez des points forts, mais le fonds va le tourner complètement autrement pour le mieux positionner sur le marché. Et tout ce qui est valeur ajoutée fait partie de ce que vous proposez en faire avec l'entreprise dans la vision par la suite. Donc la valeur ajoutée, c'est quelque chose qui, bien évidemment, peut être construit autour de l'offre. Mais encore une fois, on revient sur la partie humaine. Oui. Pour continuer également sur cette partie humaine, Bertrand, une fois que la transmission est effective, il y a aussi un accompagnement post-transmission qui est très, 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 très important. Et on l'avait évoqué déjà un petit peu ensemble. L'accompagnement, c'est en aval. L'accompagnement se passera bien si, justement, en amont, on a trouvé les bonnes personnes. L'accompagnement, c'est une suite logique. Donc vraiment, comme le dit Derek, c'est très très important. On va travailler en amont sur du profilage. C'est un recrutement quelque part. Trouver un repreneur, c'est un recrutement. C'est la même chose. Il y a de l'humain, il y a du savoir-faire. Et comment on se positionne. Parce que, cas d'actuel, c'est aujourd'hui... il n'y a pas de secret, c'est 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce n'est pas la position de Jordanen. Moi, un LBO avec un très gros groupe, ça ne l'aurait pas fait. Je n'intéressais pas à un très gros groupe. Donc j'étais plus modeste au niveau de la taille de l'entreprise. Donc il fallait déjà trouver les différentes possibilités d'organisation de la succession. Une fois qu'on a décidé comment on va orienter, vers qui on va orienter, il faut ensuite trouver les candidats. Et c'est là aussi un passage par rapport à la reprise d'une entreprise comme la nôtre qui est assez délicate parce que il faut aussi que le repreneur il essaye de vous séduire aussi. On est par moments dans des repreneurs qui vous séduisent. Donc il faut arriver à trouver vraiment où le repreneur veut emmener l'entreprise. Donc quand ça répond bien dans toutes les cases et quand on se dit voilà le profil, les personnes que j'ai semblent être les personnes qui peuvent correspondre, là on va rentrer, comme on le disait, dans une négociation. Parce que pour ma part, puisque c'est une forme de LBO, mais je dirais avec une holding qui a repris notre entreprise, on est rentré dans une négociation. Et là, c'est un moment aussi très important, comment on valorise. Et comme le disait Derek, il y a des points qui vont ajouter de la valorisation. Le RSE en fait partie, une marque peut en faire partie, un brevet peut en faire partie. Enfin bon, il y a plein de choses qui peuvent valoriser. Il y a aussi des éléments qui peuvent dévaloriser, des investissements qui n'ont pas été faits, des stocks qui sont mauvais, etc. Donc il faut faire le point pour tout ça. Mais une fois qu'on est tombé bien d'accord et que les choses vont bien, là on peut travailler sur la transmission. Et évidemment, pour ma part, la transmission était importante parce que je sortais de l'entreprise. Donc j'ai fait fonctionner cette entreprise pendant un bon nombre d'années. Donc il faut également bien préparer la transmission en toute transparence. Voilà. Derek, un complément ? Si je peux juste sur la transparence, effectivement, je pense que c'est extrêmement important dans tous les cas parce que c'est un deal, c'est un win-win comme vous avez dit, c'est un deal finalement et vous allez être ausculté de toute façon de tous les côtés des personnes en face et si vous cachez quelque chose, ça discrédite déjà le deal, ça met en cause la confiance qu'on peut avoir dans le projet. Donc la transparence est extrêmement importante sur toute la chaîne. Il y a un moment qui est très important, qui est difficile à vivre, c'est l'audit. L'audit, c'est infernal. Parce que vous avez une personne en face de vous qui vient et qui ouvre tous les placards. Et qui
qui a l'air un peu de chercher la petite bête. Hein. Donc quand on connaît son entreprise, quand on est sûr de soi, on n'aime pas trop, quoi. Donc l'audit, c'est un moment assez difficile. Dominique? Tout à fait, merci. Et c'est pour ça que ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'importance d'organiser, d'anticiper, l'audit, il faut aussi l'anticiper. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'occasion pour le chef d'entreprise de regarder si tout fonctionne bien avec ses conseils. Parce que c'est vrai que l'acquéreur, s'il voit dès le début qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ça ne donne pas une bonne impression. Alors que s'il voit que tout est bien en règle, mais c'est quelque chose de certainement très désagréable pour le dirigeant, une immixtion dans tous ces aspects. Parce que par ailleurs, Bertrand, au-delà de CAD Actuel, il y avait également Euralliance qui faisait partie du périmètre. Bien sûr, donc on revient à la particularité de l'entreprise. Il n'y a pas deux entreprises qui fonctionnent pareil. On vend tous les mêmes produits puisqu'on est sur le même salon, mais avec des façons différentes, des approches différentes, des marchés différents. Donc il n'y a pas vraiment deux entreprises qui se ressemblent. Donc dans mon cas, effectivement, j'avais une deuxième casquette puisque j'ai géré le groupe Euralliance pendant 25 ans. Un groupe qui est une centrale de référencement et d'achat, composé de 15 sociétés en France. Il fallait aussi que la personne qui allait prendre la suite puisse prendre la suite du groupement Euralliance. Donc c'était encore une difficulté supplémentaire. Donc il fallait articuler tout ça. Ouais. Dominique, vous avez des slides également, si vous avez des compléments d'information sur tout ce qui peut être en jeu autour de la transmission? Oui, alors quelques rappels. On a déjà entendu pas mal de choses, mais donc il y a par exemple développer et transmettre les compétences entrepreneuriales. Par exemple, quand on transmet à son fils, il y a toute une transmission dans le temps, la fiscalité, les valeurs. Pour le dirigeant, il faut aussi accepter de se retirer. C'est pas toujours évident quand on est aux manettes depuis 15 ou 20 ans de laisser la place aux autres. Donc la cohabitation des différentes générations, mais ce qui est aussi une grande richesse. La gouvernance, donc ça on l'a vu dans les deux cas de transmission, il y a un aspect gouvernance qui est très important, le calendrier, le prix, la valeur, le financement de la transmission, les salariés, et puis il y a la fiscalité aussi. Absolument, bah vous faites, c'est une transition toute trouvée, merci Dominique. Effectivement, c'est une question qui intéresse tout le monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce sujet de la fiscalité? Alors, la fiscalité, c'est un aspect effectivement qu'il faut prendre en compte dans le cas du montage qui va être opéré. Pour le vendeur, il y a un aspect fiscal. Il existe un nombre incroyable de régimes fiscaux de plus-value en France. Donc, selon qu'on vend une entreprise, selon qu'on vend des titres, selon qu'on donne, on ne va pas avoir du tout la même fiscalité. Donc, il faut analyser pour voir dans quel schéma on peut se mettre le plus intéressant pour le dirigeant. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Et l'anticipation aide à avoir des choses intéressantes. Donc il y a notamment, en cas de départ à la retraite, des régimes du fondateur, des exonérations en fonction des seuils. Et le pacte Dutreil, donc si j'avais prévu, si vous êtes d'accord, de parler un tout petit peu du pacte Dutreil. Absolument, avec plaisir. Donc le pacte Dutreil, c'est un dispositif qui a été instauré en 2003, qui permet donc à un chef d'entreprise qui souhaite transmettre dans la famille son entreprise de bénéficier d'un dispositif fiscal très intéressant. Ça a été mis en place pour éviter que des entreprises soient vendues parce que les enfants ont tellement de droits à payer qu'ils ne peuvent finalement être obligés de la vendre à des tiers, et y compris parfois à l'étranger. Donc c'est vrai que c'est un dispositif qui est complexe mais qui fonctionne. Donc il est applicable à tout type d'entreprise sans plafond. Donc ça veut dire que ça s'applique aussi bien aux petites entreprises qu'aux très grosses entreprises. Et donc, le pacte Dutreil, il permet de bénéficier aux repreneurs, aux donataires, les enfants qui reçoivent, le bien avec un abattement de 75% de la valeur. Donc, ça veut dire que c'est aussi quand on vend, parfois on vend, on donne à ses enfants, mais parfois aussi on donne aux enfants avant de vendre à des tiers. Donc, c'est un pacte Dutreil peut se mettre aussi dans cet aspect-là, avec cette exonération, si on s'y prend suffisamment à l'avance. Et c'est là où le calendrier est important. Et donc, on a un petit exemple. Alors, sachant que les valeurs, ça peut être divisé par 10 ou multiplié par 10, sans souci. Donc là, on a le cas de titres qui valent, par exemple, 5 millions. Et donc, dans le cas où un dirigeant n'a pas préparé sa transmission, ça peut arriver, un décès. Dans ces cas-là, les droits de mutation aux enfants, donc ces droits de mutation à titre gratuit, donc les droits de succession, vont être de plus de 39%
de la valeur de l'entreprise. Donc 1 967 000. Donc c'est vrai que là, dans un cas comme ça, les enfants vont avoir du mal à payer les droits de succession. Et donc avec un pacte du trade mis en place, en pleine propriété, compte tenu de l'exonération de 75%, on peut avoir des droits qui diminuent à 156 339, c'est-à-dire 3% de la valeur de la société. Et ça peut encore descendre à 1,5% si jamais on fait, par exemple, une donation en démembrement en nue propriété. C'est un peu technique, mais je ne sais pas si c'est clair. Ceci, c'est très clair et c'est vrai que ça semble être très intéressant en termes de dispositif. La différence entre les différents chiffres est très importante. Merci Dominique pour ces éléments sur les questions de fiscalité. Pour conclure cette table ronde, Derek, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire ? Non, je pense qu'on a couvert les différents sujets principaux. C'est l'anticipation, la préparation. C'est la transparence qui fait partie des valeurs de l'entreprise aussi. Et troisièmement, c'est qu'il est impératif qu'on se fait accompagner, j'allais dire se fait soigner, mais accompagner par les spécialistes, les experts du domaine, parce que c'est un domaine extrêmement complexe. Et puis dernièrement, je voudrais remercier l'équipe Jordanen, parce que si l'équipe Jordanen n'était pas là, il n'y aurait personne devant nous. Merci. Merci pour ce tacle. Bertrand. Merci. Écoutez, je remercie aussi l'équipe Jordanen. Non, beaucoup de choses ont été dites. Effectivement, alors il y a des sujets qu'on n'a pas forcément abordés, qui sont quand même très importants. Alors, bien sûr, se faire accompagner par un conseil dans la transmission. Pas aller voir son conseil prud'homal ou autre. Non, c'est vraiment dans la transmission. Ça, pour moi, c'est important. On n'a pas parlé de la GAP. La GAP, c'est un point aussi très important. C'est la garantie d'actifs et de passifs. On s'engage. Il ne faut pas croire que quand on redonne les clés et qu'on s'en va, c'est fini. C'est pas fini. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il y ait un très bon toilettage qui soit fait au niveau de l'entreprise, de telle façon à ce qu'on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui sorte, parce qu'on ne l'a pas vu. Mais s'il y a des dossiers qui ne sont pas très clean, on peut avoir, ça peut arriver, des dossiers un peu en suspens avec un client qui peut peut-être déboucher sur une procédure. Il faut quand même l'anticiper, il ne faut pas le cacher. Donc ça, c'est vraiment très important. Transparence, là aussi, on est dans la transparence. Et puis, quand on va être dans la négociation, parce qu'il y a négociation, il faut faire aussi attention à ne pas tout dévoiler dans la transmission. Avec qui on est en train d'échanger? Est-ce qu'on est en train d'échanger avec des gens qui vont venir chercher des informations et qui vont repartir avec, et puis on se trouvera fort démunis. Et puis, il y a une chose très importante aussi, c'est les salariés. Les salariés, parce que qu'est-ce qui fait l'entreprise? C'est les salariés. La matière première d'une entreprise, c'est pas bien de dire ça, mais c'est le salarié. Donc, accompagner, rassurer les salariés, parce que il faut aussi, c'est eux qui vont assurer aussi la transmission, qui vont faire que ça va continuer de la même façon. Et puis, pour choisir son candidat aussi, qu'est-ce que va faire le candidat? Essayer de savoir ce qu'il va faire. Si j'ai une entreprise qui fonctionne bien, s'il s'intéresse à mon entreprise, c'est parce qu'elle fonctionne bien, et il ne faut pas qu'ils viennent avec des idées de tout changer. Moi, j'achète une voiture, elle fonctionne bien, je ne vais pas tout changer. Bon, donc, c'est important aussi. Bon, évidemment, si je vends une entreprise qui ne va pas bien, c'est différent. Mais si je vends une entreprise qui fonctionne, il faut continuer comme ça pendant un certain temps. Bien entendu, il va falloir améliorer, parce qu'on est toujours dans l'amélioration et dans le changement. Mais c'est aussi important pour les salariés, parce que moins il y aura de changements brutaux, plus les salariés vont pouvoir suivre l'entreprise et continuer à la faire vivre correctement. Donc là, on est dans l'humain aussi, toujours.